l'accès au savoir du plus grand nombre. Hein, c'est la transmission, etc. Et donc, on l'a appelé éducation populaire et accès au savoir. Donc, en France, rapidement, c'est un courant de pensée qui s'est établi, et je reviendrai un peu sur les origines rapidement, c'est un courant de pensée qui vise à promouvoir une éducation en complémentarité de l'éducation institutionnelle, les écoles, les lycées, etc., pour améliorer le système social. Au départ, dans les débats de la création de l'éducation populaire, c'était pour favoriser le vivre ensemble, la cohésion sociale, et vivre ensemble et favoriser le développement individuel, en partant du principe que chacun peut progresser tout au long de sa vie, à condition qu'on lui donne l'accès et les clés pour pouvoir progresser tout au long de sa vie. Et donc, on voit bien que, à l'origine, on était en dehors du système scolaire où on est surtout tourné vers l'enfance jusqu'aux études supérieures, alors que là, c'était comment on peut permettre à des personnes de s'épanouir et de trouver sa place dans la société, même si on n'a pas eu les étapes scolarisées qu'on entend. Donc, c'est une éducation qui est souvent basée sur le monde, sur le tissu associatif quand même, dans les quartiers, sur Montreuil, et qui permet d'accompagner les gens dans leur parcours de vie. Donc, une fois qu'on dit ça, l'autre aussi intérêt de cette éducation populaire, c'est que ça touche tous les domaines de la vie. Et donc, là, bien sûr, on a pris volontairement, puisqu'il y a déjà 5 intervenants sur des sujets différents, mais ça touche l'art, la culture, la science, ça touche la lutte contre l'illettrisme, ça touche le soutien scolaire, le sport, la philosophie, des activités d'animation culturelle aussi. Beaucoup d'éducation populaire sont tournées vers des personnes qui veulent se lancer sur l'animation d'activités ludiques et ça touche la culture générale. Mais je pourrais en citer d'autres, il y a plein de domaines. L'éducation populaire, c'est beaucoup de domaines de ce type-là. Alors c'est une forme militante qui est née dans la société civile, qui est partie du principe que pour vivre en groupe, il faut qu'on favorise les liens, et donc c'est aussi une éducation qui permet le lien social entre les individus, sur la base de l'écoute, sur la base de l'apprentissage, sur la base d'une capacité à s'intégrer dans un collectif, dans la société, et donc c'est une éducation qui est ouverte à tous. Alors dans l'histoire, j'ai essayé de regarder quand même un peu des éléments historiques, et on voit que tout au long de l'histoire, cette éducation populaire de masse, elle a été portée par différents courants. Elle a été portée par des courants religieux, alors en France, ça a été beaucoup le christianisme, au départ. Elle a été portée par des courants philosophiques, au moment des Lumières, etc. Et elle a été portée par des organisations citoyennes, associatives, syndicales, voilà, dans les quartiers, des associations laïques qui ont porté cette conception d'éducation populaire. Donc on voit que ça, c'est une éducation qui a irrigué bon nombre de courants de pensée et d'organisations militantes, de type militant citoyen. Donc il y a des débats aujourd'hui encore quand on regarde qui disent que l'éducation populaire c'est une conception citoyenne de la vie en société qui permet une instruction. D'autres disent que c'est une conception plus humaniste de la société. Et tout ça, ça se rejoint, et donc je ne m'étale pas là-dessus. Le tout, c'est que le but, c'est de transformer la société et de rendre acteur chaque citoyen. Et par de même, rendre acteur chaque citoyen, c'est de lui donner les capacités à faire participer la démocratie là où il vit, à faire vivre la cité. Hein, donc c'est comme ça que je mettrai. Donc, moi j'ai regardé un petit peu dans les fondateurs de l'éducation populaire. Alors ça remonte à la Révolution, hein. Il y a un rapport qui a été fait, un des premiers rapports qui a été fait par Condorcet, donc ça date, sur l'éducation populaire. Ensuite il y a eu la Ligue de l'enseignement qui a beaucoup développé cette conception de l'éducation populaire. Il y a le Front populaire, etc. On voit que ça a été, dans tout le parcours de l'histoire de l'éducation populaire, ça a été porté, y compris par le Conseil de la Résistance, qui a sorti des documents après-guerre sur le fait de relancer, de redynamiser l'éducation populaire, par exemple. L'éducation populaire, c'est pas un truc franco-français. Si on regarde un petit peu le panorama, on voit qu'en Europe et dans les pays anglo-saxons, l'éducation populaire ne s'appelle pas éducation populaire, mais ça existe en Belgique, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas.
faire trouver. Par exemple, en Belgique, ça s'appelle l'éducation permanente, mais ça fonctionne comme l'éducation populaire. Et dans bon nombre de pays comme l'Italie, l'Angleterre, Michel pourra peut-être vous en parler, même si de l'Italie je parlais, au niveau de l'éducation populaire, pas du pays d'un tel, les Pays-Bas, ils appellent ça des centres sociaux, ou alors des community centers, donc des centres qui permettent l'éducation populaire ouverte au public le plus grand nombre. Alors ce soir, pour illustrer, une fois qu'on a dépeint un peu d'où vient l'éducation populaire, ce qui me paraît important de décrypter, hein, pour savoir, surtout pour ceux qui le trouvent ringard, je regarde un peu mes collègues qui portaient ce débat au sein du CA. Donc l'accès au savoir, l'éducation populaire dans tous ces domaines, ben, elle repose sur une chose, c'est l'investissement militant. Même quand on est dans une entreprise, me semble-t-il, mais ça on y va bien. L'investissement militant au quotidien, ça demande du temps, ça demande de l'amour de son prochain, même si ça paraît aussi ringard de dire ça, mais ça veut dire qu'on est tourné vers l'autre, qu'on a envie de le faire progresser, etc. Et ça demande aussi une volonté de transmettre son savoir, de transmettre sa passion, de transmettre son savoir-faire. Et donc en ça, je trouve que ça favorise la cohésion sociale et culturelle. Alors à Montreuil, il y en a plein, on a fait un choix de 5 associations entreprises, on aurait pu en faire venir d'autres. Donc aujourd'hui, pour illustrer ce propos et voir concrètement comment ça se traduit dans les différents domaines, on va entendre donc des acteurs de l'éducation populaire, même si c'est dans le domaine de l'entreprise, qui interviennent soit en Île-de-France, soit sur différents quartiers de Montreuil, et on va leur demander, et ça va être le sens de leur intervention, chacun va intervenir et après on aura un débat avec la salle, c'est pourquoi ils font ça, comment ils le font, comment ça se traduit concrètement, c'est quoi leur réussite, parce qu'une fois qu'on est dans la transmission de savoir, dans essayer de toucher le maximum de monde, et on sait très bien qu'on a des réussites, on a des difficultés, et y compris des attentes, c'est le moment de dire que nous on a des attentes aussi par rapport à l'investissement, que ce soit en bénévolat, etc., et de nous présenter leur association. Donc je vous propose de commencer cette table ronde. Je vais donner la parole à Nord, je ne sais pas si on dit Nord ou Nour, parce qu'il n'y a pas eu. C'est pour ça que... D'accord. Moi j'avais Nour, c'était la lumière, je crois. Voilà, donc à Nour, de Simplon & Co, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Simplon.co, je pas tout juste, qui commencera son propos, donc chaque intervenant à 15 minutes, hein, pour présenter sa structure, ce qu'il fait et en quoi ça participe à la transmission, à l'apprentissage, à l'éducation et à l'accès au savoir. Ensuite, je donnerai la parole à Luciano de la Girondole, du théâtre de la Girondole qui est sur Poix-de-Chabot. Donc c'est deux structures qui sont sur Poix-de-Chabot, qui nous dira en quoi aussi son investissement au quotidien, ce qu'il fait à travers le théâtre, comment il le partage, c'est quoi ses ambitions et sa réalité au quotidien. Ensuite, je donnerai la parole à Anne, donc des petits débrouillards, je ne présenterai pas parce qu'ils sont connus mondialement. Non, Anne Gory qui nous a fait la gentillesse de venir et qui n'est pas sur Montreuil par contre, voilà, mais qui est sur Île-de-France, et qui nous dira en quoi aussi, dans quel domaine elle intervient et comment ça se traduit et que font les petits débrouillards dans les quartiers, dans la ruralité, etc. Ensuite, ça sera Yvon qui interviendra et qui est sur le quartier de La Boissière et qui est une grosse association qui s'appelle Ensemble Notre Quartier, mais je le laisserai présenter, y compris ses domaines d'intervention en direction des populations qu'ils ont comme public. Et on finira par Guy Peretti, qui lui nous fera une approche sur le sport, je pense, ou sur un projet autour des arts martiaux, et donc qui est de KCM, mais qui est aussi d'une association qui s'appelle Boissière Sport Plus, qui a aussi une ambition, mais je le laisserai présenter son projet. Enfin, le projet de Boissière Sport Plus, qui n'est pas le sien, bien sûr, mais qui est celui de l'association. Voilà, donc je propose, ça va? Donc, chacun des intervenants avait la possibilité de laisser, parce que l'association, elle est là aussi pour la scène, elle est là aussi non seulement de donner la parole donc, à des associations, à des militants du quartier, mais aussi de leur permettre de distribuer des prospectus et de mettre à disposition, donc c'est sur la table à droite en sortant, sur la table à droite en sortant,
ils ont eu la possibilité de mettre des prospectus, des programmes, ce qu'ils font, etc., pour que vous puissiez mieux les connaître et vous puissiez rentrer en contact avec eux. Hein. C'est toujours intéressant. Et on est aussi là pour valoriser les bonnes pratiques, c'est-à-dire que c'est quand même des associations qu'on met en lumière, qui interviennent de façon, j'ai envie de dire, virtueuse, puisque tournée vers le quartier, vers les gens, etc. Voilà, je crois que j'ai rien oublié.